Je pense que après la lecture du témoignage, un petit sas est nécessaire. Je pense que c'est un témoignage, bien sûr. Nous aurions pu en avoir beaucoup d'autres, qui marquent les raisons pour lesquelles on a choisi de faire du respect le thème de réflexion de ces 2 journées. Et je pense que ça fait bien le lien aussi avec ce que la précédente intervenante nous a dit. Alors, chers collègues, chers amis, cette année, une fois n'est pas coutume, et vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas la présence de la Direction générale de l'offre de soins. En dehors du fait que la période de réserve électorale aurait imposé une réponse convenue et l'absence d'annonce répondant à nos nombreuses revendications professionnelles en panne sèche, cela nous permet de dire combien nous sommes déçus et en colère, et nous allons l'exprimer. Déçus et en colère qu'après une crise sans précédent, au décours de laquelle les collègues ont été plus qu'à la hauteur des enjeux et ont su faire face aux difficultés et épreuves les plus rudes qu'ils aient jamais connues, la reconnaissance ne vient toujours pas. Pire, pour beaucoup d'entre eux, il y a une forme délétère d'oubli organisé de ce qu'ils ont accompli, le plus souvent dans l'isolement le plus total. Au comble, ce sont des constructions de reproches, évaluations, demandes de retrait d'emploi, insistances déplacées au départ, voire menaces qui se font jour dans des proportions inédites, niant pour certains toute une carrière irréprochable et profitant de la trop grande passivité du Centre national de gestion. Déçus et en colère face à l'inertie des pouvoirs publics et à leur art coupable de l'esquive des problèmes de fond qui minent nos quotidiens. Aujourd'hui, nous dénonçons les conditions anormales, non humaines et non durables dans lesquelles nous sommes contraints de faire fonctionner nos établissements et services. Déçus et en colère de l'impossibilité de tenir un programme de travail qui engage nos interlocuteurs ministériels, qui permettent de creuser sérieusement les chantiers qui nous concernent. Déçus et en colère de l'absence de réponse à nos sollicitations ou de réponse dilatoire dans le meilleur des cas, même sur de simples questions statutaires visant à corriger des erreurs ou à obtenir une interprétation de texte. Déçus et en colère qu'il faille sans cesse quémander d'être entendus ou simplement conviés au grand chantier de réforme perpétuelle, comme si la parole des acteurs n'incluait pas celle des représentants des directeurs de terrain que nous sommes. Déçus et en colère que la communication tienne lieu de politique en affichant de grandes ambitions tout en stoppant le travail de fond. La pensée prête à porter, remodalisée à l'envi, dans de nouveaux outils qui n'en sont pas, pour refaire des feuilles de route déjà écrites, est devenue l'activité occupationnelle privilégiée de nos autorités. Le 5as appelle cela le dilettantisme, celui-là même qui cache une absence dramatique de courage politique. Il est des enjeux qui nous préoccupent au plus haut degré, en nos qualités de professionnels, mais aussi en tant que citoyens, pour nos enfants, nos aînés et nos proches vulnérables. Simplement parce que nous croyons dans les vertus de la solidarité. Les directeurs, cadres, pharmaciens, médecins que nous représentons n'ont pas choisi leur métier par hasard. Redonner du sens et de la valeur au métier du soin et aux professions œuvrant dans le champ de la santé, comme l'écrit le Comité consultatif national d'éthique dans un avis récent, est un impératif que nous partageons. L'accès aux soins et aux accompagnements publics en France se détériore indiscutablement. Il faut en finir avec les tergiversations et les atermoiements sur la permanence des soins. C'est une urgence citoyenne. Il faut en finir avec l'absence de régulation de la démographie médicale. C'est une urgence citoyenne. Il faut donner corps par la loi à la grande ambition de l'autonomie. C'est plus que jamais une urgence citoyenne.
Après cet hiver 2022 et la promesse d'une application stricte de la loi Rist au printemps prochain, 4 saisons se seront enchaînées sans aucun répit, ni pause, de crise en crise, multiforme et permanente. Et qu'attendons-nous? La prochaine? En continuant à s'entendre dire depuis Paris que cela va passer, que nous tiendrons, et cela sans jamais mesurer les dégâts qui s'accumulent sur l'état de santé d'une population en retard et en rupture de soins, celle des plus vulnérables qui y renoncent de plus en plus. Tout cela est hélas en phase avec la frilosité de notre pays à appliquer enfin la stratégie nationale de santé pour poursuivre des objectifs clairs, chiffrés et débattus au Parlement. Alors même que les menaces s'amplifient sur notre système, Santé publique France vient d'estimer la surmortalité de l'été à 10 000 décès, en lien avec les chaleurs les plus fortes connues depuis 2003, sans mesurer à quel point la désorganisation de nos services d'urgence y aurait contribué, s'il fallait se poser la question. Nous savons que nous devrons nous préparer à affronter des épisodes bien plus virulents encore dans les années qui viennent. Il est urgent d'anticiper et plus seulement de réparer. Autre exemple, la crise fortement médiatisée de la pédiatrie, qui a démarré en réalité bien avant l'été dernier. Elle englobe plus largement l'ensemble du champ de la périnatalité, comme de la prise en charge de l'enfance, du sanitaire au secteur social, du handicap et de la santé mentale. Une fois de plus, elle nous place, à l'instar des épisodes précédents, des urgences adultes, de la psychiatrie ou encore du grand âge, face à une invariable réalité. Le départ des médecins, des personnels paramédicaux, mais aussi d'autres qualifications, vers d'autres lieux d'exercice. Ils sont fatigués par l'absence de reconnaissance des contraintes de la permanence des soins et du travail de nuit et de week-end, épuisés par l'absence de régulation des soins non programmés et la faiblesse des réponses autres que celles du seul hôpital public. Inquiets de voir les services de recours régional, les maternités de niveau 2 ou 3, les soins critiques pédiatriques comme néonataux, touchés, voire fermés, par la désaffection des professionnels, dont les plus spécialisés. Cela entraîne une déstabilisation en cascade de tout le secteur, la périnatalité, dont les indicateurs de santé stagnent, voire régressent, et rétrogradent progressivement la France dans les comparaisons internationales. Ces constats sont déplorés par les professionnels. Pourquoi les pouvoirs publics ne s'en emparent-ils pas? Les dégâts, tant sur les personnels que l'on fait fuir en se voilant la face, que sur ceux qui restent en refusant de prendre à bras-le-corps leurs conditions de travail, ne sont pas davantage mesurés. Au sein de CFDT, comme dans toute la CFDT, les conditions de travail des personnels sont au cœur de notre engagement. Comment fidéliser, attirer ou juste retenir quand les conditions de travail difficiles et astreignantes de notre champ d'activité sont si peu prises en compte dans les politiques publiques? En reconnaître la dureté lors de visites officielles sur le terrain et de discours médiatisés ne suffit pas. Il faut traduire dans les faits, dans les textes, la reconnaissance de la valeur de leur travail et de leur mission. Là aussi, de nombreuses données sont disponibles pour objectiver l'état de santé des personnels et la sinistralité record dans notre champ professionnel. Les contraintes de la gestion des ressources humaines et la revendication légitime de tous les personnels pour de meilleures conditions de travail sont source de tensions, souvent fortes. Il y a un risque d'atomisation des relations sociales dans les établissements. Le 5A CFDT mesure ce risque avec l'ensemble de la CFDT. Le nouveau cadre de la négociation collective dans le secteur public est une revendication historique de notre maison. Sa traduction législative, obtenue grâce à sa pugnacité, peut devenir un levier pour sortir du marasme et de la confrontation stérile, parfois violente. Les partenaires sociaux doivent se l'approprier, les pouvoirs publics le soutenir et l'encourager. J'y reviendrai. Alors oui, il y a eu le Ségur de la santé, nécessaire car le rattrapage était indispensable pour les personnels de la FPH. Et on sait ce qu'on doit à la CFDT et à la fédération en particulier. Mais il reste incomplet, sans que personne n'en comprenne les motifs. Et les vieilles méthodes de gestion de crise refont surface. De rustines budgétaires en saupoudrage, de mesurettes en primes sectorielles et catégorielles, le tout par annonce dans les médias et sans négociation, avec des sorties tardives de textes, réinterprétés à minima,
faisant perdre tout crédit à la parole publique. Mais au vrai, aucune de ces crises n'est surmontée. Au mieux, elle passe une acmé qui permet au pouvoir public de communiquer sur l'air du pire qui, grâce à eux, a été évité. Pourtant, pas grand monde n'est dupe. L'écart entre la représentation de nos secteurs par les pouvoirs publics et leur quotidien, celui entre le pays légal et le pays réel qui met tant en danger la démocratie, se creuse. Et les dégâts sur la santé, dans la vie et au travail, installent un fatalisme qui pousse au repli sur soi. Il accroît aussi un sentiment d'impuissance publique nourri par des attitudes choquantes, à l'instar de la course aux rémunérations sans contrepartie d'un nombre grandissant de médecins, ou encore du mouvement de grève des examens orchestrés par les laboratoires privés. Grâce aux nombreuses remontées de nos adhérents de terrain, le 5AS-CFDT est lucide sur la gravité de la situation de nombreux services et établissements. Il redit ici son doute le plus profond sur le renvoi au Conseil national de la refondation au niveau territorial de l'ensemble des problématiques lourdes soulevées par la crise de notre système de santé. Non que la démarche soit en elle-même viciée, ou en soi viciée, il est toujours utile de créer des conditions d'échange et de proposition entre acteurs locaux. Cependant, la méthode permet l'évitement des sujets qui sont du ressort du gouvernement et de la majorité parlementaire qu'il pourra rassembler sur ce thème, par adhésion ou par défaut. Ce que les directeurs, cadres, médecins et pharmaciens que nous représentons mesurent parfaitement, c'est l'ambiance délétère dans laquelle l'aveuglement d'un salut par des solutions innovantes parce que locales nous plonge. Or, c'est d'un cadre national dont nous avons besoin, plus ambitieux, doté de moyens adaptés et qui garantissent l'équité. Cette tenaille, personne ne tente vraiment de la desserrer. Pour les pouvoirs publics, le délitement vient de l'intérieur. Autrement dit, c'est donc une affaire à circonscrire au management. Pour nos forces vives internes, la fuite et l'écroulement de l'attractivité sont dus à un délitement alimenté de l'extérieur. Qui a tort, qui a raison? Sans doute les deux. Mais la balance n'est pas celle de la justice. Elle est d'emblée déséquilibrée par la contrainte financière qui s'alourdit de loi de financement de la sécurité sociale en loi de financement de la sécurité sociale. Alors oui, le désarroi des collègues est réel. Et nombreux sont ceux qui vivent dans l'amertume et la colère. Nous ne sommes pas sortis d'une crise structurelle que la période Covid a exacerbée. Nous avons tenu dans les établissements grâce à la mobilisation exceptionnelle des équipes. Le management a été mis à très rude épreuve et les directeurs ont dû tenir à bout de bras leur territoire, en plus de faire fonctionner les établissements. Au sortir de la crise, une sorte de course à l'échalote s'est faite jour à qui aura été le plus déterminant. L'ARS, les élus régionaux ou ceux des métropoles. À qui le plus de masques achetés? À qui le plus de cellules de crise animées? On pourrait même se demander parfois si on n'en aurait pas été à mesurer le nombre de visios. En réalité, sans les acteurs de terrain, dont les directeurs, les établissements n'auraient pas tenu et les prises en charge se seraient dégradées davantage. La crise majeure des ressources humaines qui s'est révélée vient de loin. Elle s'accentue. Dans un contexte de pénurie de ressources, le dilemme professionnel du moment est clair. Surpayer en dehors des cadres réglementaires et statutaires ou fermer des activités nécessaires aux populations, c'est insupportable. C'est clairement insupportable. Les directeurs font leur part, et plus que leur part, pour faire tenir les équipes et les réponses aux besoins, y compris au prix parfois de la mise en cause de leur santé d'abord, mais aussi de leur responsabilité devant la justice. En retour, nous attendons de nos autorités leur soutien, un soutien visible, notamment sur un droit aussi basique que celui de la protection fonctionnelle. Mais nous exigeons aussi le respect, un respect élémentaire qui nous est dû comme fonctionnaires appliquant les politiques de santé, un respect par le sérieux dans l'évaluation professionnelle, un respect par la reconnaissance statutaire, un respect par le financement juste et complet des décisions de l'État, un respect par un dialogue professionnel ouvert et honnête avec les ARS et les conseils départementaux. Avec les départements, arrêtons d'accorder autant de crédit aux plus forts en gueule, dont le seul projet pour le secteur médico-social est la bascule des établissements dans leur giron, alors même qu'ils sont souvent les premiers à ne pas financer leur juste part.
Combien y a-t-il de départements qui se soient déjà engagés à financer l'augmentation du point d'indice? La question reste posée. Puisque nous sommes à la veille de l'ouverture d'un scrutin à fort enjeu pour les directeurs de la fonction publique, il nous faut le dire fermement. Le bilan est très négatif dans les relations avec le ministère de la Santé, et ce, malgré la fixation de calendrier et d'un semblant de méthode de travail. Les échéances des chantiers pourtant concertés n'ont jamais été tenues. Le Ségur de la Santé a été une occasion manquée pour les directeurs des soins, tant leur nouveau statut est particulièrement décevant. Les D3S sont restés en cale sèche. Notre dossier d'unification des statuts, solide et majoritairement porté, reste ignoré tant par le ministère de la Santé que par celui de la fonction publique. Par la loi de transformation de la fonction publique, le gouvernement a délibérément imposé sa volonté de diminuer le rôle des syndicats. La ténacité et l'implication constante du 5A-CFDT ont permis de préserver un espace de dialogue, de confrontation d'idées et de propositions auprès du Centre national de gestion. Pensons à la concertation des lignes directrices de gestion, mais aussi au dispositif de signalement des situations difficiles. Nous avons contesté les décisions contraires aux règles et aux procédures, y compris devant la justice. Mais notre dialogue social reste bloqué au seul niveau du CNG. C'est insuffisant. Ses moyens sont limités. Et il est impuissant dès lors que les améliorations nécessaires relèvent du domaine réglementaire. Nous redisons nos exigences pour la prochaine mandature. Le Centre national de gestion doit déployer les moyens adaptés afin de mieux répondre aux sollicitations des directeurs, parfois d'y répondre tout court, et des médecins. Nous voulons aussi obtenir du ministère le dialogue social que le gouvernement refuse jusqu'à présent. La gestion des corps de direction ne peut continuer à dépendre des aléas, des changements et des hésitations d'équipes gouvernementales ou administratives peu enclines à s'y engager. Le 5A-CFDT réclame une attitude enfin responsable des interlocuteurs publics de l'État. Alors oui, nous voulons changer de logique par la négociation d'un accord de méthode opposable qui devra tracer la feuille de route de la mandature, engager l'administration et le CNG et faire respecter enfin les engagements obtenus. Au 5AS, nos propositions ne sortent pas au gré du vent. Elles sont construites sur les réalités de nos professions. Le respect, c'est aussi celui que le syndicat auquel vous accordez votre confiance vous doit. C'est ne pas surfer sur la vague, mais tracer notre route en cohérence et en cohésion. Cohérence dans les analyses et les propositions qui en découlent. Cohésion dans la validation régulière, par le débat, en conseil syndical et lors des congrès, comme celui de 2021. Avoir une ligne, s'y tenir, c'est respecter à la fois le mandat que vous nous confiez et nos interlocuteurs. Nous sommes à la veille de l'ouverture des scrutins des élections professionnelles pour les 3 corps de direction de la fonction publique hospitalière. C'est une campagne électorale intense. Elle doit nous mobiliser entièrement, car les résultats garantiront nos moyens d'action syndicale demain. Nos concurrents font campagne, tout comme nous, mais pas toujours dans les mêmes formes. C'est normal et c'est le jeu démocratique. Le 5AS, CFDT, sait proposer et agir avec les autres syndicats pour vous défendre dès lors que l'intérêt général est en jeu. Nous y avons largement contribué sur la période écoulée, sur la gouvernance, sur l'instance collégiale, sur la loi 3DS et pour les directeurs des soins. Le 5A-CFDT a dû aussi se battre seul pour obtenir, comme pour le régime indemnitaire des élèves DH et D3S à l'EHESP, ou encore celui de la création au niveau national du conseil médical en formation plénière que nous attendions depuis 2011. Enfin, il reste loyal dans la démarche commune avec nos collègues de FO et de la CGT pour défendre l'unification des statuts de DH et de D3S. Mais il sait toujours marquer sa différence sur des éléments fondamentaux. Parlons action publique d'abord. Certains réclament ad nauseam un choc de simplification. Le 5AS se méfie des formules creuses de ceux qui, de loi HPST en loi pour la confiance et la simplification,
ont enfourché allègrement la confusion des responsabilités, le trouble dans les organisations, la complexité dans les constructions institutionnelles. Il faut le répéter posément, calmement. Qui dit autonomie des établissements dit responsabilité. Les directeurs sont les responsables légaux des établissements de la fonction publique hospitalière. Faire porter la responsabilité de la régularité de la dépense sur les seuls comptables publics, c'est vider de son sens l'autonomie de la gestion des établissements et leur autonomie tout court. De même, si les règles de la commande publique ne sont pas parfaites, en abandonner les principes, c'est poursuivre les vieilles lunes de l'hôpital-entreprise appliquées à toutes nos activités et dénaturer les fondamentaux et les valeurs de notre gestion. Enfin, réclamer un régime d'exception systématique aux règles applicables aux organismes publics, c'est rendre plus vulnérables nos établissements déjà confrontés à une logique concurrentielle. C'est accroître la perte de repères et de sens. Il y a des principes liés au statut de la fonction publique et au service public, auxquels le 5A CFDT est profondément attaché. S'y référer n'est pas un boulet. Il constitue des points d'appui pour redonner sens et cohérence à l'action publique dont nous sommes pleinement partie prenante. Autre sujet. Le ministre a annoncé sa volonté de ne pas engager une énième réforme de la gouvernance, et c'est heureux. Souhaitons qu'il tienne parole avant tout. Nous y avons perdu un temps précieux pour constater, à travers la crise durable du recrutement médical et paramédical, que ce n'était pas le sujet majeur, ni l'élément décisif de l'attractivité des établissements. L'État a préféré donner du crédit aux acteurs qui faisaient de ce sujet leur fonds de commerce et qui, d'ailleurs, jamais satisfaits, continuent de le faire. Concentrons-nous maintenant sur les vrais sujets. Tous les sujets sont vrais, mais un autre sujet, un qui nous tient à cœur, le dialogue social. Pas un dialogue social de façade qui entretient la confusion entre représentation syndicale légitimée par l'expression démocratique et collectifs, corporations ou autres associations professionnelles. Ni un dialogue social reposant uniquement sur le conflit pour résoudre les contradictions entre intérêts divergents. Oui, les outils de la négociation que la CFDT a patiemment œuvré à obtenir, le 5A CFDT y croit. Aussi, cela implique des marges de manœuvre pour les faire vivre pleinement, ce que le Ségur a permis au moins en partie. C'est un enjeu primordial pour les personnels, dont les directeurs, et in fine, pour les établissements. Le 5A CFDT reste aussi fondamentalement attaché au statut et à l'ancrage des corps de direction dans la haute fonction publique. Nos corps de direction doivent être fiers d'avoir parmi eux des collègues détachés dans d'autres fonctions publiques, d'autres services publics, plus largement encore à des organismes qui y participent. Notre référence commune à la haute fonction publique reste pertinente. Elle l'a toujours été. Pour obtenir des avancées pour les trois corps, nous serons là, avec la CFDT Fonction publique, pour défendre leur arrimage à celle du corps des administrateurs de l'État. Leur statut qui s'esquisse, tant pour les critères des avancements de grade que pour les emplois fonctionnels ou la rémunération, constitue non pas une référence absolue, mais un point d'appui pour avancer en intégrant nos spécificités au sein de la fonction publique hospitalière. Ce qui nous distingue depuis des années, dans nos projets statutaires, se traduit aussi dans l'organisation de notre équipe nationale. La défense d'un projet sans silo pour tous les directeurs, qui passe par le statutaire, unicité des H et des 3S, alignement des directeurs des soins sur les adjoints des H, élargissement des voies de recrutement statutaires, réforme de l'évaluation, mais aussi, au-delà, la protection fonctionnelle, les conditions de travail, l'accès spécifique à la médecine de santé au travail, la sécurisation des parcours, la lutte contre les inégalités et les discriminations. Notre projet détaillé est connu. Le 5A veut du gagnant pour tous les directeurs. Il refuse le nivellement par le bas et dénie à quiconque le droit de prétendre le contraire. Et pour le 5A CFDT, les mots ont un sens.
Quand on veut être crédible pour avancer des propositions et des revendications, l'élément essentiel du rapport de force, il faut maîtriser son sujet. On ne dit pas que le statut de DH est en panne depuis 10 ans. Et ce sont les mêmes qui sont prompts à se satisfaire de la revalorisation tronquée du statut des directeurs des soins. Le danger qui nous guette, le premier danger qui nous guette aujourd'hui, c'est la chute significative de l'attractivité de nos métiers. Elle est aussi tributaire du terrain. Devons-nous encore rappeler la progression alarmante des chefferies vacantes de D3S, l'image de Yann de ce matin du désarmement des directions, elle est valable aussi pour le public. Et c'est grave, tout aussi grave. Devons-nous encore rappeler la progression, l'érosion dramatique des effectifs de directeurs des soins, ou la baisse continue du nombre de candidats au concours de directeur d'hôpital, celui qui fait le dominant, l'élite. J'ai retenu ça, moi, tout à l'heure. En sus de nos revendications statutaires parfaitement connues, restaurer l'attractivité passe par des décisions politiques fortes, financement, régulation du système de santé et de la démographie des professionnels médicaux, conditions d'exercice améliorées, ambition pour le grand âge, l'autonomie, l'enfance. Autant de sujets présentés trop souvent comme des charges et des coûts, alors qu'ils sont des leviers de progrès fondamentaux pour la société. Oui, les enjeux sont importants. Oui, un syndicalisme courageux, exigeant et pugnace peut agir et peser pour que nous soyons respectés. Oui, ce syndicalisme se nourrit de la confiance des collègues, leur adhésion, leur voix. Alors oui, il faut voter et faire voter pour le 5A CFDT. Je vous remercie. Et on n'est plus à l'antenne, là, hein, on est coupé, là. Merci. Merci à ceux qui m'ont aidé à écrire tout ça. Merci au conseil syndical, dont les débats nourris permettent aussi d'avoir une vision claire des choses. Et merci vraiment à tous. Alors, si on n'est plus du tout dans... Nicolas, tu me confirmes que c'est... OK. Alors, est-ce que je vous la fais en anglais ou pas? Non? Vous voulez? Non, je ne vais pas la faire. Je parle très mal l'anglais. Puis je ne saurais pas dire. Alors, faites de notre syndicat... comment ils ont dit mais... Non, pas great again. On l'est toujours quand le reste... le reste. Mais je parle mal l'anglais, donc j'aurais pu le faire, mais bon, tant pis. Voilà. Allez, maintenant c'est l'heure de se réjouir, de boire un coup et de danser un peu, mais pas trop. Hein. N'oubliez pas que demain on a une grosse journée. 9h, avec la charmante dame qui est très intelligente tout à l'heure, qui nous a fait du bien. Moi, ça m'a fait un bien fou de l'écouter. Et Laurent Berger demain, avec Ève.